l'image, vous êtes bien cadré, c'est Eh parfait. ben super, c'est parfait. Alors, j'ai pas vu qu'il pleut là, il n'y a pas un pet de lumière naturelle ici, mais Bonjour Ovidie, bonjour. et merci d'avoir accepté cet entretien. On va parler de sexe avec vous. Depuis plusieurs semaines déjà, on peut lire toute une série de reportages, de témoignages de Français dont la vie de couple a un peu changé. Alors il y a certains qui nous parlent d'une forme d'exutoire face au virus, le sexe, ou au contraire d'autres qui nous disent que leur libido a totalement chuté, d'autres qui vont explorer des fantasmes face à l'ennui dans le confinement. Est-ce que cette période-là, elle vous intéresse en ce qu'elle bouleverse, ou pas d'ailleurs, notre rapport au sexe? Je ne sais pas si elle bouleverse notre rapport au sexe, mais en tout cas, elle est intéressante à observer parce que déjà, elle évolue. Là, on voit bien, là où on en est en ce moment au stade du confinement, on voit qu'il y a une évolution depuis le début. C'est-à-dire, dès les premiers jours, il y a eu une focalisation autour de la sexualité en général, en termes de consommation de vidéos pornographiques, en termes de questionnement autour du couple. Il y a eu énormément de questions dès le début autour de comment est-ce que je vais faire pour préserver mon couple, est-ce qu'on va se séparer, on dit, ah, il va y avoir un baby boom, il va y avoir des divorces, enfin vraiment, on parlait beaucoup de ça. Il y avait aussi beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux, je trouve, autour de comment on va gérer la frustration. Et j'ai l'impression que ça se tasse. C'est-à-dire, il y a eu je pense peut-être je suis pas psy, mais donc je vais faire de la psy de comptoir, mais cette confrontation à l'idée de la mort, qui, à mon avis, dans un premier temps, fait qu'on s'est focalisé autour des questions de sexualité. Notre première question, c'était pas est-ce qu'on va être au chômage, est-ce qu'on va perdre notre travail, est-ce qu'on va perdre nos proches, ça va être comment je vais faire pour baiser, voilà. Et là, on constate quand même un tassement autour de ces questions-là. Déjà parce que pour un certain nombre de couples, le confinement a fait ressortir, je dirais pas des difficultés, mais je dirais carrément des situations vraiment très problématiques, voire toxiques, puisque là, on se retrouve confinés, on est tout le temps ensemble. Alors, on parle beaucoup des disputes qui éclatent, mais on a parlé quand même pas mal des violences conjugales, mais on parle finalement assez peu des violences sexuelles. C'est-à-dire, on parle des violences au sein du couple, mais le terme violence sexuelle, le terme viol, etc., il est très peu prononcé, je trouve, alors que pourtant, il semble que c'est la suite logique de ces violences-là. C'est-à-dire concrètement, à l'heure actuelle, on a certains couples qui sont enfermés ensemble avec l'impossibilité de s'extraire du lieu de vie. D'habitude, il y a le travail, il y a des activités qui permettent de mettre une certaine distance, je dirais, au sein du couple. Là, il y a des femmes qui se retrouvent confinées avec parfois un homme qui peut avoir des besoins, je n'aime pas ce terme, mais je dirais des exigences, en tout cas sexuelles, et se mélange à ça en plus le besoin de briser la routine, qui est encore une autre injonction qui vient s'ajouter à ça. Et donc il y a cette idée que voilà, il va falloir essayer de nouvelles choses. Donc ça peut être une pression supplémentaire pour les couples qui vivent déjà l'un sur l'autre toute la journée. Bah, disons que voilà, je pense à mon avis que le confinement fait ressortir ce genre de crispation sexuelle qui existait déjà à mon avis au sein des couples et qui là doit être complètement exacerbée. Et puis il y a aussi des couples qui se sont rencontrés dans le confinement. On sait que les sites de rencontres ont explosé pendant la période. Ça donne forcément lieu à une sexualité à distance, une sexualité médiatisée, numérique, faite d'écrans, faite d'images, faite de mots aussi. C'est réjouissant ça, ou c'est plutôt triste? Ni l'un ni l'autre, en fait, c'était déjà là. Finalement, quand on y réfléchit, le confinement, il exacerbe un certain nombre de choses qui étaient déjà bien installées. C'est-à-dire, bon, les sites de rencontres ou les applications, on n'a pas attendu le confinement pour faire fonctionner Tinder, quoi, concrètement. C'est notre mode de rencontre actuel. Donc, ce type d'échange sans concrétisation nécessaire d'un acte sexuel derrière, c'était déjà en place. Donc, je suis pas sûre que le confinement change grand-chose à ça. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est comment certains couples qui étaient déjà dysfonctionnels vont vraiment mettre un terme à leur relation avec la distance, parce qu'il y avait certains couples, on était, enfin, un certain nombre, je dirais, à avoir été dans une relation où l'habitude faisait qu'on ne se séparait pas tout à fait. Et parfois, la mise à distance due au confinement fait que ben,
passé un mois et demi, 2 mois, on se rend compte finalement qu'on n'a pas besoin de l'autre et qu'on vit très bien, par soi-même. Il y a peut-être des gens qui vont se dire: «J'ai pas besoin de lui» ou «J'ai pas besoin d'elle» et finalement je m'aime et je vis très bien par moi-même. Alors, il y a une annonce qui a été faite, celle-là c'était au tout début du confinement, et elle a fait beaucoup réagir, hein, sur les réseaux sociaux, c'est la gratuité des plateformes de vidéos pornographiques. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors en réalité, le porno est déjà gratuit sur toutes ces plateformes-là. L'écrasante majorité du porno aujourd'hui est consommé sur des plateformes gratuites. Je crois que c'est 95% de la consommation mondiale du porno qui passe par ces plateformes gratuites. Donc en fait, cette annonce de la gratuité, c'était juste un coup de com' parce qu'en réalité, tout était déjà mis à disposition. Il y a peut-être certaines plateformes qui, elles, étaient payantes, qui étaient minoritaires, qui ont proposé je dirais, cette gratuité pour essayer d'attirer cette population qui était à la recherche, encore plus que d'habitude, de vidéos porno. Parce que ce qui s'est passé dans les premiers jours, je dis bien les premiers jours de confinement, après ça s'est un peu tassé, mais dans les premiers jours de confinement, il y a vraiment eu une hausse colossale de la consommation de vidéos pornographiques sur ces J'ai plateformes. regardé les chiffres, c'est vrai que c'est énorme, hein. Plus 38% pour Pornhub, pour Dorsel 32% de plus, c'est énorme. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, même si effectivement ça s'est un peu tassé par la suite, ce boom des plateformes porno, qui est allé? Est-ce que ça vient combler? Est-ce que des gens ont découvert le porno? Alors, je crois pas que des gens aient découvert le porno, parce qu'en fait, le porno, concrètement, on le sait maintenant statistiquement, tout le monde en consomme dans tous les pays, y compris où c'est interdit. Donc cette consommation, elle était déjà très présente. On était déjà à peu près à 300-350 milliards de connexions, par an, sur les vidéos pornographiques. Donc on était déjà voilà, tout le monde en consommait déjà. Néanmoins, on sait, voilà, qu'il y a eu une augmentation de cette consommation-là dans les premiers jours. Déjà peut-être pour dissiper une forme d'angoisse. La masturbation, hein, ça dissipe une forme d'angoisse. Mais aussi parce que, encore une fois, il y a eu cette focalisation autour de la question sexuelle au début, dans ce moment de confrontation à la mort, quoi. Finalement, je pense que ça a été juste une réflexion, une réaction un peu humaine. Mais ce qui est intéressant de constater quand même, c'est que malgré cette augmentation de la consommation de porno, l'industrie du porno elle-même n'a pas gagné plus d'argent. C'est-à-dire, il y a eu un certain nombre de travailleuses du sexe, donc des actrices, des camgirls, qui ont tiré la sonnette d'alarme sur les réseaux sociaux en disant nous n'avons plus de source de revenus. Donc c'est assez, C'est assez paradoxal c'est finalement. assez paradoxal parce que la plupart de ces vidéos consommées sur ces plateformes-là sont des vidéos piratées, gratuites, etc., etc. Donc c'est les travailleuses du sexe qui elles sont en bout de chaîne, quoi, sont les prolétaires de ce milieu, on va dire. Elles ne touchent pas de reversion là-dessus. Donc elles sont de fait en souffrance durant cette période de confinement. Vous savez si l'industrie du porno a gagné certains pays qui ne l'utilisaient pas du tout ou très peu? Est-ce que certains continents, on le sait ça ou pas? Euh, Il me semble, toujours d'après les chiffres des plateformes, donc encore une fois à prendre avec des pincettes, qu'aujourd'hui le porno est accessible partout dans le monde, y compris dans des pays où la loi est censée l'interdire. Donc il y a eu vraiment on peut parler de mondialisation de la pornographie finalement. D'ailleurs, c'est assez intéressant de constater à quel point ce porno se consomme dans tous les pays, toutes les cultures, alors que lui-même ne représente qu'une seule forme de culture, c'est-à-dire souvent une culture américaine, ou alors on sait que la plupart des pornos européens sont tournés en Europe de l'Est, donc avec certaines représentations aussi physiques, je sais pas, des filles blanches, minces, etc. On est dans une certaine représentation de la sexualité qui est consommée partout, tout le monde. Enfin, c'est assez, ça c'est assez intriguant aussi de voir comment il y a cette normalisation autour des pratiques sexuelles qui s'opèrent partout dans le monde. Finalement, tout le monde va, va avoir la même sexualité de fait avec cette influence des images. Vous pensez que la représentation uniformisée de la sexualité via ces sites-là, au fond, vient uniformiser aussi nos fantasmes ou pas? Bah, il me semble qu'il y a eu de fait une uniformisation de nos fantasmes qui s'est installée ces dernières années et qui est liée
à la démocratisation, je dirais, du porno, de l'hyper-accessibilité aux vidéos sur les plateformes gratuites, mais pas que. Les codes qui sont dans la pornographie, en réalité, sont repris partout dans l'ensemble de notre culture. Les codes du porno, ils se retrouvent dans la télé-réalité, ils se retrouvent dans la publicité, ils se retrouvent chez les Kardashians. Enfin, je veux dire, pour Kanye West, quand même, il était, là aujourd'hui, il chante l'évangile, mais il y a encore 1 an et demi, il était quand même directeur artistique des Pornhub Awards. Faut pas l'oublier, ça. Donc, on est quand même, cette porn culture, elle existe bien au-delà des frontières du porno. Donc, de fait, ça a une influence sur nous. Ce qu'on voit dans les séries, dans les pubs, ça a une influence sur nous. Donc, évidemment que ces codes-là, ils ont fini par rentrer dans notre intimité. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se passe la même chose un peu qu'avec les régimes. C'est-à-dire, les régimes, on sait d'où ça vient, le contrôle du corps des femmes, etc., etc. N'empêche qu'on va quand même aller faire notre petit régime quand le printemps arrive, même si on sait d'où vient cette mécanique. Ben, il se passe la même chose avec les codes du porno, c'est-à-dire les codes autour des sexualités en général, c'est-à-dire on se dit, ah, on sait d'où ça vient, l'épilation intégrale, etc., etc. Mais finalement, ça va quand même rentrer dans notre intimité, parce qu'on aura, comment dire, intégré vraiment tous ces codes, même si on les aura pensés. C'est assez compliqué de se déconstruire quand même. Il y a eu un usage plus important, plus intensif au départ, même si ça s'est un peu tassé. Vous pensez que ça va accélérer les comportements à la sortie, ça va changer quelque chose véritablement d'avoir été enfermé comme ça partout sur la planète un peu plus de 2 mois? Honnêtement, je pense pas que 2 mois, ce soit suffisant pour changer radicalement nos sexualités, le rapport à l'intime, le rapport au corps. 2 mois, c'est pas suffisant. Peut-être que ça va changer un peu nos habitudes de connexion, c'est-à-dire ceux qui vont devoir retourner au travail et qui, pendant le confinement, s'ennuyaient et se connectaient 50 fois par jour, vont devoir changer leurs habitudes de connexion, mais c'est valable aussi pour les réseaux sociaux, ou pour les jeux vidéo, ou pour autre chose. C'est l'outil, c'est pas la pornographie qui crée l'addiction, c'est plutôt l'outil, le téléphone portable. Donc il y a peut-être des choses comme ça qui vont changer, mais sur les rapports hommes-femmes, je crois pas. Je pense que quelque chose était déjà en train de s'opérer et va juste perdurer bien au-delà du confinement. Alors justement, sur les rapports hommes-femmes, quand ces verrous du confinement vont sauter, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on va se jeter les uns sur les autres dans une forme d'orgie de sexe? Est-ce qu'on aura envie de se toucher, de s'étreindre? Ou au contraire, vous parliez de normes du porno tout à l'heure. Il y a une forme de norme qui est en train d'être intériorisée dans ce confinement, la distanciation sociale, une espèce de peur de l'autre. Et donc on prendra son temps avant de faire de grandes retrouvailles. Je sais pas. Déjà, je suis pas Madame Soleil, je sais pas ce qui va se passer, mais je suis pas certaine qu'on se rejette les uns sur les autres, ou alors peut-être le premier jour, le deuxième jour, mais pas à long terme. Euh, Ça, peut-être, j'émets une hypothèse. Peut-être que le confinement, pour certains et certaines d'entre nous, nous ont amené déjà à repenser notre existence en ce moment. C'est vrai qu'on parle beaucoup du monde d'après, du monde d'avant, on marque quand même une scission, une cassure, on se pose la question de comment on va consommer à l'avenir. Peut-être que ça va nous amener aussi à nous poser la question de comment on va consommer, entre guillemets, le sexe à l'avenir aussi. Comment est-ce qu'on va continuer ce fonctionnement-là, même cette consommation de porno en ligne? Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, peut-être que finalement, je ferais mieux de consommer une pornographie un peu plus éthique ou ce genre de choses. On ne sait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par pornographie éthique? Qu'est-ce qui serait souhaitable du Déjà, sexe dans le monde d'après une pornographie qui passe pas par des sites, je dirais, qui frisent avec l'illégalité, qui ne respectent pas le droit à l'image, qui ne mettent pas en ligne des vidéos piratées, qui ne mettent pas en ligne des vidéos de revenge porn, des sites sur lesquels on ne trouve pas de vidéos avec des mineurs, ce qui est quand même le cas. On le sait maintenant de certaines plateformes pornographiques qui ont pignon sur rue, qui font des grands communiqués de presse régulièrement et qui balancent certains chiffres. Et on sait bien que certaines vidéos de revenge porn avec des adolescentes traînent là-dessus. Merci beaucoup, merci Ovidie Merci. d'avoir répondu à nos questions. Et à bientôt. À bientôt.